Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir aujourd'hui de participer au vernissage du tome 128 de la revue historique vaudoise sous une forme un peu particulière. Néanmoins, c'est vraiment un réel plaisir de présenter donc aujourd'hui mon article qui s'intitule Interroger la place des femmes dans les abbayes vaudoises. Je me présente brièvement. Je suis maître d'enseignement et de recherche suppléante au Centre d'études genre à l'Université de Lausanne et également chargée de recherche à l'Institut des hautes études en administration publique, aussi à l'UNIL. Et je suis donc docteur en sociologie et spécialisée sur les questions de genre et de sport, puisque j'ai développé dans le cadre de ma thèse une ethnographie, une étude sur les pratiques de tir à l'arc et à l'arme à feu en Suisse, que j'ai soutenue il y a presque une année. Donc peut-être pour démarrer, qu'est-ce que les abbayes de tir et en particulier aussi les abbayes de tir vaudoises? Donc les abbayes sont des sociétés qui sont nées dès le XVIe siècle, et qui vont compléter, l'organisation de milices obligatoires, donc qui vont être ici des milices volontaires, sous le mode du volontariat, dans le but de protéger la population, protéger les terres et maintenir l'ordre public. Et ce mode volontaire va être récompensé par certaines choses, typiquement l'exonération d'impôts pour certaines abbayes de tir. Et puis, donc, alors qu'il y a plutôt vraiment une idée de police, on va dire un peu de police volontaire à cette époque-là, il va y avoir une généralisation durant le XVIIe siècle et avec une apogée de ce modèle associatif au XVIIIe siècle qui répond, pour certains historiens, à un vide associatif durant le XVIIIe siècle, où il y a une chute, entre guillemets, ou en tout cas moins la disparition de grand nombre de confréries religieuses, ce qui va amener à élever d'autres formes d'associations, dont celles qui vont celles qui vont se pratiquer, pardon, autour du tir, et là, en l'occurrence, du tir à l'arme à feu. Et ce n'est qu'en 1798, lors de l'indépendance du canton de Vaud, que la dimension festive des abbayes de tir va être explicitement écrite dans les statuts, alors qu'auparavant, la dimension festive apparaît assez vite, mais elle est souvent tue, ou du moins pas vue comme légitime ou acceptée par les autorités de l'époque. Donc, comme je vous le disais, dès l'indépendance vaudoise, à la fin du XVIIIe siècle, la dimension festive se trouve de plus en plus dans les statuts, et donc l'abbaye de tir devient aussi l'occasion d'une fête annuelle de tir, de bal, de cortège et tout un ensemble de rituels qui vont s'articuler au tir, mais pas seulement. Et donc qui vont aussi amener à l'investissement d'autres sociétés locales, dont par exemple les sociétés de jeunesse qui organisent par exemple le bal ou qui mettent à disposition, on va dire, les demoiselles d'honneur lors de la remise des prix, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu du PowerPoint. Donc, les abbayes de tir sont à la fois s'articulent à la fois autour de pratiques de tir, donc il y a un tir, une cérémonie de tir, mais aussi autour de certains rituels et surtout aussi autour de fêtes locales qui sont donc dans l'idée de maintenir le lien local de la communauté. Aujourd'hui, elle dure entre 1 à 4 jours, se déroulent entre le printemps et l'automne et donc contiennent souvent une assemblée, les tirs des membres, bien sûr, les tirs des membres des abbayes, mais des fois aussi les tireurs et tireuses invités, dont on va bien sûr parler, un cortège, un bal, un banquet. Et il y a aussi souvent le culte paroissial qui est compris, lors de la fête de l'abbaye. De Depuis le début de l'année 2020, il y a 186 abbayes dans le canton de Vaud. Et ce qui est important à savoir, c'est que avant, les abbayes de Tyr se trouvaient dans presque tous les cantons, et aujourd'hui, elles ne survivent en fait finalement que dans le canton de Vaud. Donc il y a encore quelques abbayes, par exemple en Valais, ou dans d'autres cantons, mais le canton de Vaud a une fédération vaudoise d'abbayes qui en compte 186. Donc on voit encore la portée de cette tradition qui, en fait, est aujourd'hui inscrite dans la liste des traditions vivantes de Suisse et dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Ce qui est intéressant aussi à noter et ce que nous montre l'histoire, c'est que c'est souvent en fait, un monde d'hommes qui est mis en avant, un entre-soi masculin et j'ai pu le remarquer, notamment avec la première publication, d'un livre consacré uniquement aux abbayes de Tyr, qui apparaît en 1904. Comment en fait, dans la médiatisation aussi, de ce livre, donc comment dans les médias de l'époque et notamment dans le comptoir vaudois, on va très vite associer les abbayes de Tyr à la virilité, mais notamment à d'autres rôles historiquement pensés comme masculins, comme justement la protection de la nation, mais d'autres termes comme par exemple la camaraderie, la fraternité des armes, etc. Et finalement, si on le regarde au niveau de l'histoire et des différents textes qui ont été produits autour des abbayes, il est vrai qu'en fait, on a l'impression que les femmes sont peu là, presque absentes, si ce n'est dans certains rôles, par exemple comme en tant que demoiselle d'honneur ou par exemple dans certaines archives lorsqu'on parle de la cantine ou du banquet, où les femmes sont là en tant que cuisinières. Donc on voit vraiment comment les femmes finalement ont l'air de ne pas être beaucoup là, ou du moins plutôt dans des rôles de soutien ou dans des rôles annexes et non dans les rôles clés de l'abbaye. Et donc, à partir de ce constat-là, j'ai eu envie de me dire, je me suis posé la question en me disant, mais finalement, est-ce que le fait qu'on ne parle pas des femmes ou qu'il n'y ait pas de femmes, est-ce vraiment qu'il n'y a pas de femmes dans l'histoire? Est-ce que parce que les archives ne font pas état beaucoup des femmes ou parce que les historiens et historiennes ne font pas beaucoup état des femmes, est-ce vraiment, est-ce vraiment le cas? Donc cet article s'inscrit dans une réflexion que j'ai déjà eue dans le cadre de ma thèse lorsque je me suis penchée sur les archives du musée du Tir à Berne pour comprendre, pour connaître l'histoire du Tir et où j'avais eu peu euh, vu de mentions sur les femmes. Et j'ai découvert notamment certaines archives, parfois bien cachées au musée du Tir, sur les femmes, ce qui m'a permis de retracer aussi certaines présences de femmes, et notamment, par exemple, un club de tir uniquement féminin à Bâle dès les années 40. Donc, en fait, ma démarche est celle d'adopter une attitude suspicieuse à l'encontre des sources, en se disant que les sources ne nous disent peut-être pas tout, ou ce qu'elles nous disent ne nous dit peut-être pas tout, ou parfois nous cachent certaines choses de manière inconsciente, ou par, on va dire, par automatisme. Et aussi dans cette veine, on va dire, qui est déjà, qui date de plusieurs décennies, qui est celle d'écrire l'histoire des femmes, puisque de nombreuses historiennes féministes, dont je vous cite quelques noms ici, ont mis en avant le fait que l'histoire, les femmes ont été souvent les silences de l'histoire et que c'est surtout une histoire avec des hommes qui a été constituée. Pardon. Et pour cela, je vous rapporte aussi au dernier, un livre qui vient de sortir à la fin de l'année passée, dans lequel j'ai justement écrit un article sur les archives du musée du Tir et la manière dont elles invisibilisent les femmes et où un grand nombre de chercheurs et de chercheuses de l'Université de Lausanne ont contribué, une grande majorité d'historiens et d'historiennes, et de s'interroger justement sur la place de ces femmes, notamment dans l'histoire des institutions sportives et dans les sphères de pouvoir des institutions sportives. Donc, ma démarche va aussi dans le sens d'interpréter les trous de l'histoire, c'est-à-dire à la fois de chercher les traces des femmes, mais aussi d'interpréter lorsqu'elles sont absentes, de ne pas partir du fait qu'elles sont effectivement absentes, mais aussi peut-être qu'elles ont été présentes, mais ont peut-être été invisibilisées par certains processus et procédés. Et enfin, en tant que sociologue féministe, l'idée était aussi d'informer sur mon processus de recherche et avoir une posture réflexive en tant que producteur et productrice d'histoire, donc d'histoire historique, mais aussi d'histoire sociologique, et comment, en tant que chercheur et chercheuse, il est important de se positionner, enfin de rendre compte de son positionnement dans la production des archives et comment soi-même, on peut être ainsi producteur d'une certaine histoire qui est forcément partielle. Donc, mon processus de recherche et d'écriture de l'article, l'idée était donc de me centrer sur certaines abbayes où l'intégration des femmes n'est pas la même. Donc, une abbaye qui est mixte, une abbaye non mixte et une abbaye nouvellement mixte. Et l'idée était de voir donc
quel rôle ont les femmes dans ces abbayes, si elles sont présentes. Donc, je peux déjà vous dire d'ores et déjà que les femmes sont présentes dans la plupart des abbayes, mais cela pas dans les mêmes rôles. Par exemple, ce n'est pas la même chose que ce soit en tant que tireuse membre ou en tant que tireuse occasionnelle, les tireuses membres ayant souvent le droit de vote lors des assemblées. Ce n'est pas la même chose, par exemple, d'être invité au bal, mais de ne pas pouvoir faire le tir, par exemple. Donc, on voit des rôles aussi qui vont être distincts selon les abbayes. Et donc, je me suis assez intéressée aux arguments d'inclusion et d'exclusion des femmes dans ces abbayes-là. Et deuxièmement, l'article était aussi le prétexte de continuer en fait mes réflexions et mes pistes d'analyse que j'avais déjà initiées dans le cadre de ma thèse sur le musée du tir, donc ces réflexions pour trouver les traces des femmes, en l'occurrence ici dans les abbayes de tir, en prenant l'exemple de 3 abbayes, en l'occurrence dans la Broye vaudoise. Donc c'est un hasard, on va dire, entre guillemets, que j'ai finalement eu 3 abbayes qui sont de la même région, mais qui ont, en fait, ce panel-là s'est fait en fait par des contacts d'historiens et ensuite par des contacts aussi que j'avais du tir dans le cadre de ma thèse et qui m'ont amené vers ces personnes-là qui m'ont très gentiment fait part de leurs archives, de leurs statuts et que je remercie grandement. Et donc, cette question des traces des femmes va me permettre donc de réfléchir au processus qu'il y a de visibilisation et d'invisibilisation des femmes selon les rôles qu'elles ont et selon les abbayes dont on parle. Dans cette idée-là, j'ai eu envie à travers les différentes archives dont j'ai eu accès de ces 3 abbayes, de redécouvrir ces archives sous l'angle du genre, donc de m'intéresser aussi à la présence des femmes, d'exploiter l'histoire orale en prenant justement le cas de différents membres de ces abbayes, et d'interpréter les différentes traces qu'il y avait, mais aussi les trous dans les archives, avec cette idée qu'il puisse y avoir une possibilité d'invisibilisation des femmes de la part des personnes responsables d'écrire et de transmettre l'histoire, donc que ce soit des archivistes, mais aussi de la part des historiens et des historiennes du tir jusqu'à présent. Et je pense qu'une chose qui est aussi importante à noter, c'est que les historiennes féministes ont aussi montré comment les femmes font en général moins don de leurs archives personnelles, donc ce qui amène encore de la difficulté à retrouver les traces des femmes. Et comme je vous le disais aussi précédemment, et comme je l'ai montré dans mon article sur le musée du tir à Berne, avec aussi un rangement des archives qui peut avoir tendance à invisibiliser les femmes qui sont construites souvent comme des figures moins clés de l'histoire, puisqu'on va surtout faire une histoire plus des institutions, des rôles vus comme importants, et notamment dans les abbayes, des rôles vus comme importants qui sont pendant longtemps interdits aux femmes. Ce qui est aussi important, c'est que spécifiquement dans l'histoire des abbayes se fait beaucoup à travers les procès-verbaux des assemblées et des municipalités, dont les femmes étaient longtemps absentes. Et qu'il y a aussi des conventions d'écriture dont on va parler tout de suite, qui vont en fait finalement invisibiliser aussi les femmes. Et là, je vais prendre un exemple d'une convention d'écriture assez classique, où en fait les femmes sont notées selon le nom de leur mari. Donc ici, vous avez la liste des veuves de l'honorable ministre bourgeoise de Grandcour qui ont un statut de privilège par rapport aux autres femmes, puisqu'elles ont le droit de miser sur la cave. Donc la mise de la cave est une pratique traditionnelle de cette abbaye de Tir-là, où une personne, tous les tireurs et les bourgeois peuvent miser sur la cave et ensuite devenir le caviste qui offrira gratuitement l'année suivante le vin à tous les bourgeois du village, ainsi qu'aux tireurs, aux membres tireurs, aux membres qui ont tiré et aux veuves. Donc les veuves ont un statut très, très spécifique dans cette tradition-là.
Et pour autant, ce qui est intéressant au niveau de l'histoire, on pourrait se dire que ces femmes sont les veuves, donc celles de, et vous avez le prénom et le nom du mari, c'est-à-dire de se dire que ces femmes ne sont pas sujets d'histoire en tant que personnes individuelles dont on peut retracer une généalogie et d'avoir d'autres traces. C'est-à-dire que ces femmes, par exemple, elles se retrouveraient dans des registres de tir avec avec le nom peut-être de leur mari, mais un jour peut-être aussi avec leur propre prénom et nom, où nous ne pourrions pas forcément faire le lien. Donc de voir aussi comment dans des conventions d'écriture de l'époque, et là en l'occurrence des personnes de l'abbaye de Tyr, cela va aussi invisibiliser certaines trajectoires de ces femmes dans ces abbayes-là et dans leur rôle qui leur sont attribués, et en l'occurrence ici, un rôle assez spécifique et honorifique au niveau de la tradition. Je souhaite maintenant, au-delà de la question des conventions d'écriture qui peuvent participer à une visibilisation, une invisibilisation des femmes, donc il peut être des conventions d'écriture à la fois de la part des membres d'API, mais aussi des historiens et des historiennes, comment aussi la question du mode d'intégration des femmes va les faire devenir des sujets d'histoire ou potentiellement on pourra écrire leur histoire. Plus concrètement, je vous donne l'exemple du fait d'être inscrite ou non dans les registres de tir ou dans le livre des bourgeois. Donc là, je reprends aussi l'exemple de l'honorable ministre bourgeoise de Grandcourt, où lors de l'Assemblée du 1er mars 2008, il est décidé que les femmes vont pouvoir tirer avec les hommes. Donc les femmes pourront être tir, donc devant les hommes, pour autant, elles ne seront pas inscrites dans les livres des bourgeois. Et cela afin de préserver les intérêts des veuves. Donc ça, c'est intéressant hein, déjà de voir au point de vue de la tradition, mais comment le fait de donner un privilège à une certaine catégorie de femmes empêche d'autres femmes de pouvoir avoir en fait une égalité de traitement aussi avec les hommes, mais aussi comment en fait on les accepte mais sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'elles peuvent tirer, pour autant il n'y aura pas de traces au niveau de leur participation dans le livre des bourgeois. Et on peut se dire que justement le livre des bourgeois est une des traces importantes conservées au niveau des archives, plus que par exemple pourraient l'être par exemple des archives personnelles ou des témoignages personnels de femmes qui vont par exemple écrire leurs expériences lors d'un tir et qui vont peut-être pas léguer ensuite notamment aux archives municipales ou cantonales, leurs témoignages. Donc, on voit aussi comment ça se joue au niveau du mode d'intégration de ces femmes. Alors même, donc toujours là, c'est le même exemple de l'honorable ministre bourgeoise de Grandcourt, alors même que dans les années 60, vous avez des femmes, en l'occurrence une femme, qui apparaît dans le registre de tir et que cela n'est pas vu à la base comme un problème. Donc à ce moment-là, qui n'est pas vu comme un problème, puisqu'on parle aussi d'une tireuse occasionnelle et qu'il n'y a là pas du tout l'idée d'une intégration dans le comité, d'un droit de vote, d'une participation à l'Assemblée, etc. Donc c'est intéressant comment les femmes sont parfois des membres finalement sous contrainte, c'est-à-dire qui ont certains droits, mais pour autant qui ne sont pas vus sous un mode d'égalité de traitement, ce qui finalement amène à parler d'une intégration des femmes, puisqu'effectivement elles vont par exemple ici tirer avec les hommes, mais au niveau historiographique, c'est important de voir qu'elles elles ne laisseront pas les mêmes traces aussi que les hommes, ce qui pourra conduire à une histoire partielle et à une invisibilisation de ces femmes. Comme il me reste quelques minutes, je souhaiterais aussi discuter très brièvement de l'abbaye des quatre saisons. Donc, il y a l'abbaye des Amis réunis de Grandcourt qui est non mixte. Et là, peut-être dire brièvement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui que les abbayes non mixtes sont souvent celles qui n'ont pas de problème de manque de membres. Donc, il y a déjà un résultat en soi, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'intérêt d'aller et qui n'ont pas l'intérêt en fait d'avoir plus de membres ou d'élargir leurs conditions d'éligibilité, comme ça peut
comme ça peut l'être le cas pour l'honorable milice de Grandcourt, bourgeoise de Grandcourt, qui était aussi, qui a intégré plus de femmes et qui a eu des conditions d'éligibilité plus grandes au moment où il a fallu pour eux redynamiser la société, comme ils le disent. Et donc, dans l'abbaye des Amis réunis de Grandcourt, on n'a pas cette question-là qui se pose. Donc, en fait, les femmes, finalement, il n'y a pas cette volonté d'ouvrir aux femmes ayant déjà assez, l'abbaye ayant déjà assez de membres. Donc, c'est intéressant de voir comment ça se joue aussi. Beaucoup, en fait, l'intégration des femmes se joue beaucoup sur le fait qu'il y ait besoin de membres, donc on est d'accord à défendre aux femmes. Et puis, dernier exemple avec l'abbaye des Quatre Saisons, qui est donc une abbaye créée mixte en 1982 et dont 3 femmes font partie des membres fondateurs. Ce qui est intéressant, c'est que tout au début, dans l'initiation du projet, la première mouture des statuts est non mixte et que c'est lors de l'assemblée du conseil de fondation qu'une personne va s'exprimer et va dire non, mais là, on ne peut plus ne plus accepter les femmes, on est bientôt au XXIe siècle, et donc l'argument aussi du temps est mis en avant. Et aujourd'hui, cette abbaye porte aussi le fait de la mixité comme un porte-drapeau. Et l'a porté très vite, en fait. C'était aussi un moyen, si l'on veut, de se distinguer. Et dès le premier conseil, dès le premier conseil, pardon, le premier comité, une femme a aussi été intégrée parmi les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des femmes qui ont souvent été greffières, qui est un rôle finalement plus facilement attribué aux femmes, qui est socialement vu comme plus acceptable et qui entraîne beaucoup moins de résistance. Donc, en fait, c'est souvent donc, les greffières, les secrétaires. euh, les secrétaires, donc c'est souvent par le secrétariat, par le fait d'être greffière, que les femmes entrent dans les comités. Pour autant, en 2002, l'abbaye des Quatre Saisons va accueillir la première présidente d'abbaye, Sylviane Desmeules, avec qui j'ai échangé, et qui en fait se présente en 2002 après 8 années de greffière à l'abbaye des Quatre Saisons, parce que personne ne voulait à ce moment-là de la présidence. Donc ça, c'est aussi intéressant et on le voit aussi en politique. Les étudiants l'ont bien montré comment souvent les femmes arrivent à certains postes parce qu'au niveau de la conjoncture, les hommes ne sont pas forcément volontaires à ces moments-là. Donc il y a beaucoup l'idée de la conjoncture là. Pour autant, c'est une femme qui a initié ensuite d'autres femmes à ces postes de présidence et, euh, et qui a été donc élue membre d'honneur de la Fédération des abbayes vaudoises en 2009. Et aujourd'hui, l'abbaye des Quatre Saisons contient un tiers de femmes. Et lors de la dernière abbaye de tir en 2019, ce sont des femmes qui ont été reines du tir dans les 2 catégories proposées. Donc c'est intéressant de voir effectivement la présence des femmes, quelles questions elles posent. Par exemple, aussi dans le cadre de la milice bourgeoise, l'honorable milice bourgeoise de Grandcourt, comment finalement le fait d'être reine du tir pose pas tant de problèmes que ça. Par contre, donc c'est-à-dire d'être première avant les hommes, par contre, il y aura toute la question du banneret et du porte-drapeau, qui est à la base un rôle militaire traditionnel d'un homme qui amenait les autres hommes à la guerre. Et là, il va y avoir des résistances à ce qu'une femme puisse devenir porte-drapeau par rapport à ce lien aussi avec le militaire. Donc on voit comment on se rapporte toujours aussi à des croyances et à des traditions liées à des rôles sociaux différents attribués aux hommes et aux femmes, comme la protection notamment de la nation et les fonctions militaires. Et on le retrouve encore aujourd'hui, notamment avec le fait que l'armée est obligatoire seulement pour les jeunes hommes citoyens suisses. Et je pense que c'est aussi très à relier avec l'histoire du maniement, on va dire, des armes à feu en Suisse. Donc, en conclusion, enfin, pour ne pas conclure, cet article on va dire, annonce des premières pistes de réflexion, et je tiens à souligner aussi le fait que je suis sociologue et pas historienne, mais que on va dire, je prône pour un dialogue des disciplines, et, et notamment sur le fait de
utiliser aussi des méthodes qui finalement fonctionnent bien, notamment en sociologie, comme l'ethnographie, donc d'avoir aussi un rôle d'observateur et d'observatrice dans les archives, comment les archives en tant que matériaux physiques, sont disposés, quand on arrive dans les archives, qu'est-ce qu'on voit en premier, qu'est-ce qui attire l'œil, qu'est-ce qui est fait pour attirer l'œil aussi, comment les archives sont classées, dans quelle sorte de carton et lesquels sont plus ou moins bien classés. Donc, il nous dit aussi le soin qui est mis à certaines archives, mais aussi les archivistes ou les personnes qui ont fait des legs d'archives personnelles, le soin qu'ils y ont mis et pour transmettre quelle sorte d'histoire. Donc, finalement, on va dire, mon article a un peu plutôt comme but de poser plus de questions que de donner de réponses. Donc, je pense que justement, par exemple, d'utiliser un regard plus ethnographique sur les archives est très intéressant. Recourir beaucoup à l'histoire orale pour combler ces trous et encourager aussi au dépôt des archives personnelles, notamment des femmes. Et aussi, finalement, d'encourager à croiser des archives, notamment la Suisse a plusieurs centres d'archives féministes, des mouvements féministes, qui peuvent être intéressants. On se dit, donc, si on travaille sur le tir, on ne va pas forcément aller chercher dans ce genre de choses. Et pourtant, on peut voir justement certains liens à faire avec des archives dont on se dirait qu'elles n'osent rien à communiquer ensemble. Et bien sûr, donc un dialogue entre les disciplines, comme je vous le disais. Euh, et peut-être aussi de ne pas finalement, au niveau de l'histoire, notamment des abbés de Tyr, on voit que ce qui a été beaucoup fait, c'est une histoire surtout des rôles jugés clés ou officiels des abbayes, dans lesquels on voit que ce sont surtout les hommes qui ont accès à ces rôles-là, mais aussi que par convention d'écriture, par convention traditionnelle, les femmes ne vont pas se retrouver dans certains livres, dans certains registres. Donc de ces registres, de ces fonctions officielles et traditionnelles dans l'abbaye. Donc aussi de faire une histoire de ces fonctions dont on ne pense pas forcément qu'elles sont clés ou justement dont en fait l'histoire ne fait pas trace, dont les personnes à l'époque et encore peut-être aujourd'hui ne font pas trace. Et aussi donc, de contribuer, de faire un appel, que ce soit ici en l'occurrence aux membres des abbayes, mais à repenser la manière dont l'histoire des abbayes peut être rendue comme plus complète en prenant en compte toutes les personnes qui s'y engagent, quel que soit leur rôle. Donc, d'encourager, on va dire, à laisser des traces, aussi pour les historiens, historiennes, sociologues futurs, qui veulent justement travailler sur ces questions-là. Et puis, en guise de discussion, donc moi, je me suis beaucoup intéressée donc, sur la question des femmes, là, en l'occurrence, hein, pour cet article. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment on est sur une histoire très locale, très suisse, et finalement, comment les personnes qui dites étrangères, hein, parce que justement, à une époque, étranger était par exemple le fait de ne pas être dans le même village, mais comment, en fait, on est sur une histoire aussi de certains acteurs qui, en fait, sont les Suisses locaux de leur village, mais de se dire qu'en fait, il y a aussi peut-être une histoire du tir euh, au-delà simplement de ces personnes qui appartiennent à des localités et finalement de se poser les mêmes questions. Comment on peut avoir la trace de ces gens-là Est-ce qu'ils, alors même qu'ils n'étaient pas dans des formes entre guillemets institutionnalisées, qui laissent des traces au niveau de leur pratique? Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on continue la discussion. En tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir présenté brièvement cet article. Finalement, j'ai plutôt on va dire, j'ai plutôt donné quelques petits points de l'article, mais n'hésitez pas à le lire pour avoir une perspective plus complète de ce sur quoi j'ai travaillé dans le cadre des API et de l'intégration des femmes dans celle-ci. Merci beaucoup.